I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. De la poussière de lune. Dans les années 1960, les hommes réalisent un rêve qu'ils croyaient impossible. Fouler le sol de la Lune. L'aigle s'est posé. En tout, 24 Américains seront envoyés dans l'espace. Un exploit rendu possible grâce à une véritable armée de l'ombre composée de 400 000 ingénieurs et techniciens. Voici l'histoire de ces héros qui ont permis aux hommes de décrocher la Lune. As we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. Été 1961. Les États-Unis se lancent à la conquête de l'espace. Le défi est immense. Personne ne sait quel type d'engin construire pour envoyer des hommes sur la Lune en toute sécurité. Les États-Unis ne connaissaient qu'une expérience de 15 minutes de vol spatial. Et voilà qu'ils envisageaient d'aller sur la Lune. Nous ne savions rien sur la Lune. Aucun engin spatial ne s'y était posé et nous n'avions même pas de photos dignes de ce nom. Nous n'avions qu'une vague idée concernant l'aspect de l'appareil et le type de fusée nécessaire. Les premières études préconisent l'envoi d'un gigantesque engin spatial. Mais un inconvénient de taille préoccupe la NASA. Il est question de faire atterrir sur le sol lunaire un engin spatial très gros et très lourd. Cela implique de soulever une masse énorme de la surface de la Lune. L'inconvénient supplémentaire, c'est qu'il faudrait une fusée d'une hauteur de 15 à 20 mètres. Et les ingénieurs se sont finalement aperçus qu'il serait difficile pour les astronautes d'en descendre. Tandis que la NASA se penche sur le problème, John Houbolt, un ingénieur inconnu, propose une alternative surprenante. Au lieu d'utiliser un énorme engin spatial, il propose de construire un deuxième appareil destiné à faire la navette entre la Lune et le vaisseau principal. Un engin plus petit, plus léger et bien plus maniable. Seule ombre au tableau, lors du voyage retour, la navette doit rejoindre le vaisseau principal resté en orbite autour de la Lune. Le scénario du rendez-vous orbital autour de la Lune effraie les scientifiques. Il s'agit de réaliser cela à des millions de kilomètres de la Terre en 1961, à une époque où l'Amérique n'a aucune expérience et où l'orbite terrestre suffit à donner des sueurs froides aux ingénieurs. Chaque fois qu'il évoquait son idée, on le faisait taire. Tout le monde l'accusait de ne pas savoir de quoi il parlait. C'était d'autant plus embarrassant qu'il s'agissait d'un homme très calme, très réservé et très discret. Il était très affecté par cette hostilité. Le principal opposant à cette théorie n'est autre que Wernher von Braun, le spécialiste en fusée de la NASA. Partisan de l'envoi direct d'une puissante fusée, il n'hésite pas à conseiller à Houbolt d'abandonner ses idées extravagantes de rendez-vous lunaire. Wernher von Braun avait un ego très développé. Il était très populaire aux États-Unis pour être passé à la télévision. Il croyait profondément à l'envoi d'une grande fusée sur la Lune. Désespéré, Houbolt décide de s'adresser directement au numéro 2 de la NASA. Dans ses courriers, Houbolt écrit « Je sais que je franchis une limite. Je risque même le licenciement pour cette simple lettre.
Cependant, le sujet revêt une telle importance que je suis prêt à risquer ma carrière. Il avait écrit quelque chose comme « Je sais que je ne devrais pas agir de la sorte, etc., etc. Mais l'affaire me semble grave au point de me sentir obligé de vous écrire. » Dans ses courriers envoyés au Dr Simmons, il rajoute que le rendez-vous orbital lunaire est le seul moyen d'aller sur la Lune. Il ne dit pas qu'il s'agit d'une façon parmi d'autres, ni que c'est la meilleure, non. Il dit que c'est la seule. Le style était plutôt acéré, et ma première réaction a été de me demander comment me débarrasser de ce parasite. Intrigué, Simmons décide néanmoins de permettre à Houbolt d'exposer sa théorie. Nous sommes à un tournant décisif. Au cours du mois de juin 1962, lors d'une réunion capitale, von Braun surprend ses partenaires de la NASA. Le but de cette nouvelle réunion était de tenter de se mettre d'accord sur la meilleure façon de se rendre sur la Lune. À la fin de la présentation du projet de son équipe, Wernher von Braun s'est levé et a dit « Je suis très fier de notre projet. La présentation a été parfaite et nous avons envisagé tous les détails avec attention. Mais ce n'est pas celui que je recommande. » Je préconise le rendez-vous orbital lunaire. C'était une énorme surprise, à tel point que plusieurs jours plus tard, au cours d'une réunion privée, un membre de son équipe lui a demandé « Pourquoi avez-vous dit ça? Pourquoi ce choix? Nous n'arrivons pas à croire que vous ayez préféré le rendez-vous orbital lunaire. » Plus tard, von Braun sera forcé d'admettre qu'il n'existait aucune autre possibilité. À l'automne de l'année 1962, plusieurs constructeurs aériens américains sont sollicités pour fabriquer ce qui deviendra le module lunaire, ou LEM. Parmi ces derniers, on trouve une petite société de Long Island. Depuis un certain temps, la société Grumman Corporation investit de l'argent dans la conception d'un appareil destiné à se poser sur la Lune. Depuis plus d'un an, Grumman travaille sur un projet consistant à aller sur la Lune. Parce qu'ils avaient étudié la question avec leur propre argent depuis plus longtemps que leurs concurrents, ils ont pu présenter un projet beaucoup plus détaillé. L'appareil conçu par Grumman est constitué de deux sous-ensembles dotés chacun d'un moteur. L'étage de descente est chargé de déposer les astronautes sur la surface lunaire. Pour le retour, l'étage de remontée abandonne l'étage de descente sur la Lune et reconduit les hommes à bord du module de commande resté en orbite. Grumman avait compris qu'il était primordial d'abandonner la partie la plus lourde de l'appareil au décollage de la Lune. Une fois le rendez-vous opéré, l'étage de remontée est à son tour abandonné. La NASA est séduite par le projet. En novembre 1962, la société Grumman remporte l'appel d'offres et se voit désormais confier la tâche de construire l'engin spatial le plus complexe jamais conçu alors. La procédure a pris presque 2 ans et Grumman doit passer les 5 années suivantes à rattraper le temps perdu. Alors que ses ingénieurs s'attaquent aux détails de la conception, la société constate qu'elle ne dispose que de peu d'éléments concernant la surface sur laquelle l'appareil doit atterrir.
Il ne faut pas oublier qu'il y avait de nombreux éléments que nous ignorions au tout début. Selon des experts, la surface lunaire était composée de 10 mètres de poussière impalpable. Nous craignons que l'appareil ne bascule à l'atterrissage. Nous avons dû effectuer, je crois, environ 400 simulations parce que nous ne savions pas quelle serait la dynamique de l'atterrissage. Le poids constitue le principal souci des ingénieurs. Au décollage de la Terre, près de 2 litres de carburant sont nécessaires pour soulever chaque kilo du module lunaire. Grumman avait initialement conçu la partie supérieure de l'étage de remontée comme une très grosse sphère avec de grands hublots. Or, ils étaient trop lourds. La masse étant un facteur déterminant, ils ont dû diminuer considérablement leur taille. Il y avait également des sièges, mais dans un contexte de gravité quasiment nul, les sièges n'ont pas grande utilité. Ils ont donc été éliminés. Les premières études ne prévoyaient pas d'échelle sur la jambe avant du module lunaire. Elle aurait été inutile sur la Lune où la gravité est de 1/6. Les ingénieurs pensaient qu'une simple corde suffirait pour descendre et remonter du module et limiter le poids de l'appareil. À l'aide d'une maquette à taille réelle, les astronautes ont essayé de monter à l'aide d'une corde. Personne n'y est arrivé. Ils ont finalement dû ajouter une échelle sur la jambe avant. Au gré des nombreuses évolutions, les prototypes se suivent et ne se ressemblent pas. Au cours des tests, on s'est aperçu qu'un astronaute portant sur le dos un système de survie de forme rectangulaire ne pouvait pas pénétrer dans une écoutille circulaire. Grumman a dû la remplacer par une grande écoutille carrée. Au printemps de l'année 1965, la NASA, inquiète de ces modifications incessantes, y met un terme. Elle opte pour un engin spatial totalement indépendant, doté de moteurs, de réserves de carburant, d'un équipement de survie et d'un système de navigation. Ces choix considérés comme excessifs par certains se révéleront cruciaux. Après 2 ans et demi de préparation, les ingénieurs de la société Grumman entreprennent enfin la fabrication de ce qui sera considéré comme le premier véritable vaisseau spatial. L'engin est construit dans l'une des premières salles blanches au monde. Dans un milieu où la gravité terrestre est nulle, tout objet flottant représente un sérieux danger. Tout le monde porte une combinaison, des chaussons, des gants, une calotte. Ceux qui ont la barbe portent un masque. Il était recommandé de ne pas se laver trop souvent pour que des peaux mortes ne posent pas de problème en flottant une fois dans l'espace. Afin d'éviter la présence de toute particule, à l'aide d'un basculeur, chaque module lunaire est retourné et secoué. À chaque tour tombaient des morceaux de métal, des rivets, ainsi que de nombreux autres objets indésirables dans l'espace. Ceci était susceptible de provoquer un court-circuit ou d'être respiré par les autres astronautes. L'environnement urbain de Long Island se prête mal à la procédure risquée des essais moteurs. Une région moins peuplée convient davantage.
Au début des années 60, Grumman décide de s'installer à White Sands, dans le Nouveau-Mexique. Au milieu du désert, ils construisent un centre d'essai de moteurs. Lynn Ratcliffe en est le premier directeur. Quand j'ai commencé ce jour-là, je ne connaissais rien aux fusées. J'avais l'impression de découvrir un nouveau monde. Le module lunaire est équipé de 2 moteurs indépendants. Le premier, le moteur de descente, permet au LEM de se détacher du module de commande et de descendre jusqu'à la surface de la Lune. Une prouesse technologique totalement inédite et encore jamais testée auparavant. C'était la première fois que l'on construisait un moteur fusée avec un accélérateur. C'est un instrument indispensable permettant à l'appareil d'effectuer une descente progressive et d'atterrir sur la Lune. Quand on y réfléchit 2 secondes, il s'agit d'une manœuvre incroyable. Un homme est assis au-dessus d'un axe de poussée, en vol stationnaire, comme un hélicoptère. À l'aide de l'accélérateur, il réduit légèrement les gaz et fait descendre l'appareil de quelques centimètres par seconde jusqu'à ce qu'il touche le sol. Tout cela représente un nombre incroyable de conditions à respecter dans la conception d'un tel moteur. Le second moteur du module, le moteur de remontée, est celui qui donnera le plus de fil à retordre à la société Grumman. Bien qu'il ne nécessite pas d'accélérateur, sa fiabilité doit être totale. L'appareil est totalement dépendant du moteur de remontée pour se remettre en orbite. Si pour une raison ou pour une autre, le moteur avait une défaillance, ce serait la fin des astronautes. Le moteur fonctionne à l'aide de combustible hypergolique, composé d'un carburant et d'un comburant qui explose une fois mis en contact. Il ne nécessite aucune pompe ni aucun système d'allumage. Mais cette apparente simplicité a un coût. Les combustibles sont hautement toxiques. Nous savions très bien à quoi ressemblait le comburant. Lorsqu'il y avait des fuites, on pouvait voir se former un épais nuage rouge. Une inhalation régulière dépassant un rapport de 5 mg par kilo s'avère extrêmement néfaste pour la santé, car le comburant vous ronge alors les poumons. Lorsqu'il y avait des fuites et qu'il y avait du vent, la police était chargée de faire évacuer la zone. Outre sa forte toxicité, le comburant est tellement corrosif que le moteur testé doit être reconstruit au terme de chaque essai. Une contrainte qui empêche de tester l'assemblage final du moteur. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces moteurs ont été mis à feu pour la première fois sans avoir été préalablement testés en usine le jour même de la mission. Il n'y avait pas de place pour l'imperfection. Il devait être absolument parfait. Une réalité qui inquiète grandement les hommes de Grumman à White Sands. À Long Island, les ingénieurs sont confrontés à une autre contrainte propre aux vols spatiaux.
Sur la Lune, il fait 116 degrés lorsque l'on est face au Soleil et moins 116 degrés sur la face cachée. Il est donc primordial d'isoler l'appareil le mieux possible afin d'éviter de voir bouillir le carburant à partir de 38 degrés et de le voir geler à partir de moins 1. Une telle variation thermique pourrait provoquer la déformation de l'appareil. Hélas, Grumman ne peut pas installer de bouclier thermique lourd. Heureusement, dans le cadre du programme spatial, cette société avait développé un nouveau matériau, le mylar. Ils ont découvert qu'en accumulant 25 couches de ce nouveau matériau doré, il faisait un parfait isolant. Le module lunaire se voit donc recouvert de nombreuses couches de mylar. L'aspect de l'appareil déplaît à bon nombre d'ingénieurs qui estiment qu'il contrevient au canon aérodynamique d'un véritable engin spatial. Mais dans le vide de l'espace, l'aérodynamisme n'a qu'une importance relative. La machine volante la plus étrange et la plus incroyable jamais conçue vient de naître. En 1965, 4 ans avant le délai imposé par John Kennedy, l'usine Grumman de Long Island procède à la présentation au sol des premiers modules lunaires à échelle réelle. Depuis plusieurs années, les astronautes s'entraînent sur un simulateur de vol surnommé le sommier volant. Il est composé d'un turboréacteur au milieu avec des petits moteurs fusées tout autour comme sur le LEM. Un astronaute était assis dans une petite capsule située à l'avant. L'appareil décollait verticalement, restait en vol stationnaire et tentait de simuler un alunissage. L'appareil se révélera instable et dangereux. Il fera l'unanimité contre lui. Armstrong a même dû déclencher son siège éjectable. Il a fallu cesser de l'utiliser car il était beaucoup plus sûr d'atterrir sur la Lune que de piloter cette machine au Texas. Il était beaucoup trop instable. Le module lunaire est enfin prêt. Les astronautes peuvent à présent s'entraîner dans des conditions proches de la réalité. L'appareil a été installé dans un hangar avec une caméra projetant des images de la surface lunaire visibles à travers un hublot. Aux commandes du module, les astronautes simulaient de véritables missions. À côté de l'appareil, un instructeur provoquait toutes sortes de problèmes en actionnant un interrupteur. Les astronautes devaient repérer l'erreur et la corriger. En un mot, sauver la mission. L'échéance approche. Le temps est venu d'abandonner les simulations et d'envoyer le module lunaire dans l'espace. Au cours de l'été 1967, le premier module lunaire, prêt à être envoyé dans l'espace, est transporté à Cap Kennedy. Il est prévu de le monter sur Apollo 4 pour son premier vol inhabité dans l'espace. Pour les hommes de Grumman, la mission fait figure de test final. Un test qui n'aura pas véritablement lieu, tant l'appareil est criblé d'imperfections. La NASA le réceptionne et procède à des tests. Là, elle s'aperçoit que rien ne va.
Elle découvre des centaines de défauts, des pièces mal usinées, mal installées, des fils électriques dénudés, coupés, et le plus alarmant, des fuites de carburant dans tout le système. Pressé par les délais, Grumman n'a pas procédé aux vérifications avant vol. La NASA ne peut attendre et réalise la mission Apollo 4 sans le LEM. La défaillance de ce tout premier module lunaire met la société Grumman dans un grand embarras. Tandis que le constructeur s'empresse de réparer les fuites, un second problème survient. Au cours d'un test de pressurisation, un hublot vole en éclats. Il y avait des débris partout. Le câblage était sectionné. Il y avait des trous dans la structure. J'étais abasourdi. Je me suis dit, je suis dessus depuis 2 semaines et voilà le résultat. Tandis que ses collègues cherchent la cause du problème, Steve Rocamboli est chargé de remettre de l'ordre. La NASA lui indique la marche à suivre. La NASA impose des critères de propreté draconiens. Elle me rappelle que la moindre particule irrite les yeux des astronautes. En cas de présence plus importante, cela peut leur provoquer une irritation de la gorge. S'il y en a davantage, cela peut provoquer des saignements et même la mort. Le module lunaire est passé au peigne fin. À l'aide de papier filtre et de brosses en poil de chameau, les techniciens nettoyaient partout, même ce qui était invisible à l'œil nu. Ils ramassaient tout sur le papier filtre et envoyaient ça au laboratoire qualité de Grumman. Comment le hublot a-t-il pu se briser? Avait-il un défaut de conception? A-t-il été mal installé? A-t-il été endommagé au cours de la fabrication de l'appareil? Les ingénieurs de Grumman ne peuvent se prononcer. La réponse n'aurait en aucun cas été en notre honneur. Chaque hublot sera remplacé et testé dans l'espoir que cette précaution suffise. 6 mois plus tard, la mission Apollo 5 parviendra à envoyer un module lunaire non habité dans l'espace. 12 mois plus tard, le 3 mars 1969, le programme Apollo 9 envoie dans l'espace le premier module lunaire habité. Comment se comporte le bolide, Jim? Plutôt bien. Le 26 mai 1969, la mission Apollo 10 envoie avec succès un module lunaire habité en orbite autour de la Lune. Je tire mon chapeau aux hommes de l'ombre. Je les aime. Il est temps à présent de procéder à l'alunissage du module. Comment est la vue? 10? Excusez le jeu de mots, mais c'est un autre monde. Décollage. Il est 13h32. Décollage d'Apollo 11. Tout va bien. Merci. Le 16 juillet 1969, Apollo 11 quitte le pas de tir de Cap Kennedy. « 72 heures plus tard, le LEM se détache du module de commande et se dirige vers la Lune pour l'ultime défi. Un défi qui met fin à des centaines de milliers d'heures de travail, d'efforts et d'angoisse. Mon cœur était sur le point d'exploser. Altitude 487 mètres. Le moment de vérité allait durer 12 minutes. Si j'avais pu retenir ma respiration pendant 12 minutes, je l'aurais fait. 30 mètres, 21 bars, 33 degrés. La société Grumman a simulé la manœuvre des centaines de fois. Hélas, la réalité réserve parfois des surprises. Les astronautes descendent droit sur un terrain rempli de rochers.
Pas de niveau? Tout le niveau. Vérification 6 mètres. À la recherche d'un endroit plus sûr pour se poser, Armstrong entame dangereusement les dernières réserves de carburant. Maintenant, tout va dépendre du carburant. Nous avions très peu de marge. 2 minutes pour atterrir. C'est extrêmement court. 60 secondes. 60 secondes. Nous calculions en secondes la quantité de carburant qui nous restait. 30 secondes. 30 secondes. Le temps a paru interminable avant d'entendre la phrase magique qui disait que l'aigle avait alluni. Bien reçu, tranquillité, nous vous copions au sol. Le module lunaire se pose sur la Lune avec une réserve de seulement 20 secondes de carburant. Je suis incapable de décrire cela avec des mots, mais je peux dire que nous avons tous ressenti un grand apaisement. C'était un profond soulagement de voir qu'ils s'étaient posés sains et saufs et qu'ils allaient pouvoir marcher sur la Lune. Au centre de contrôle au sol se trouve Wernher von Braun. Le docteur Wernher von Braun s'est retourné, cherchant quelqu'un du regard, et a aperçu John Houbolt. Au-dessus du brouhaha, il lui a dit « Vous aviez raison, John. Sans vous, nous n'en serions pas là. » Alors que le monde entier fête l'événement, les ingénieurs de Grumman savent qu'il leur reste une dernière épreuve à surmonter. Le moteur de remontée fonctionnera-t-il? Les 2 astronautes vont maintenant remonter dans l'appareil pour ensuite appuyer tout simplement sur un bouton. S'il fonctionne, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, il n'y a plus grand-chose à faire. Il n'avait plus qu'à appuyer sur un bouton. Recommandation de guidage, autorisation de décollage. Reçu. Nous sommes les premiers sur la piste. Tout à fait. Nous étions tous debout, les yeux rivés au moniteur. C'était vraiment ce qu'on peut appeler une situation angoissante. Houston à Aigle, tout a l'air bon. Le décollage a été un moment affreux, véritablement affreux. Si nous étions inquiets, bien évidemment que nous l'étions. On se demandait si ça allait marcher. Nous avions fait le maximum, il fallait que ça marche. À ce moment précis, personne ne pouvait dire si tout allait fonctionner comme prévu. 9, 8, 7. C'était un moment très intense. Exécution. Le décollage se déroulera à merveille. Des caméras avaient été installées près du moteur de remontée. Il n'y a pas eu d'explosion accompagnée de flammes soulevant lentement l'appareil. Il s'est dressé comme une flèche. Altitude 305 mètres, 24 mètres secondes, ascension verticale. Le module s'est comporté à la perfection. Les ingénieurs de Grumman pensent que les moments d'angoisse et de terreur qu'ils ont traversés ne sont plus qu'un lointain souvenir. Ils se trompent. Houston, nous avons un problème. Patientez, 13, nous vérifions. Houston, nous avons un problème. Patientez, 13, nous vérifions. Au mois d'avril 1970, Apollo 13 se dirige vers la Lune. Dick Wilde reçoit un coup de fil au beau milieu de la nuit. Le message téléphonique
était on ne peut plus clair. On nous avait appelés tôt le matin à l'usine parce qu'une explosion qui s'était produite à bord du module de commande et de service avait endommagé le système électrique et d'oxygène de l'appareil. On est en train de perdre quelque chose. À plus de 320 000 km de la Terre, le module de commande subit une avarie le rendant incontrôlable. En me rendant à l'usine, je me suis aperçu d'une incroyable coïncidence. Nous étions le 13 avril 1970 et il s'agissait d'Apollo 13. Brutalement, toute l'attention est portée sur Apollo 13. Le monde entier est inquiet. Tout le monde se demande si les astronautes vont mourir dans l'espace. L'incident est digne d'un film catastrophe. Dans un vaisseau livré à lui-même au milieu de l'espace, les réserves de carburant, d'électricité et d'oxygène sont en quantité insuffisante. Ici Contrôle, nous envisageons une mission de remplacement. C'était un moment extrêmement grave et terriblement angoissant, car nous risquions de perdre nos astronautes à tout moment. Le module de commande étant hors d'usage, il ne reste qu'une seule alternative. L'équipage doit se réfugier dans le module lunaire équipé de réserves d'oxygène et de carburant. Mais que faire ensuite? Le moteur fusée très élaboré du module lunaire n'est pas suffisamment puissant pour freiner l'élan de l'appareil. Au centre de contrôle au sol, les réunions de crise se succèdent. Une solution est finalement envisagée. S'ils parviennent à utiliser le moteur du LEM afin de se propulser autour de la Lune, les astronautes ont peut-être une chance de revenir sains et saufs sur Terre. Le pari est très risqué. Nous savions tous que l'équipage était dans une situation critique. Un sauvetage de ce genre n'avait encore jamais été tenté. La crainte de subir un échec était omniprésente. Les gens étaient collés aux écrans de télévision et à la radio, tous inquiets à l'idée de voir mourir les 3 astronautes. Une minute. La manœuvre fonctionnera. Lentement, l'appareil fait le tour de la Lune et prend une trajectoire de retour libre. Les astronautes sont finalement de retour vers la Terre. Ok, Aquarius, c'est bon. Néanmoins, une inconnue subsiste. Leurs réserves de carburant leur permettront-elles de parcourir les 400 000 km qui les séparent de la Terre? Tout dépend du LEM. Il a été conçu pour maintenir en vie 2 personnes pendant 50 heures. Il est question d'en faire vivre 3 pendant plus de 100 heures. Progressivement, le dioxyde de carbone s'accumule à l'intérieur du module. Celui-ci est doté d'une quantité limitée d'hydroxyde de lithium, un agent utilisé pour recycler l'air en absorbant le dioxyde de carbone. Une fois de plus, les scientifiques de la NASA multiplient les réunions d'urgence. Ils finissent par trouver une solution. Si les astronautes parviennent à accéder au module de commande pour se servir des réserves d'hydroxyde de lithium qu'elle contient, ils ont une chance. Mais ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Personne n'avait envisagé que le module puisse être utilisé comme une chaloupe de sauvetage. Malheureusement, le lithium du module de commande était stocké dans des cartouches rectangulaires.
tandis que celle du LEM était ronde. Comment adapter alors une cartouche rectangulaire à une ronde? La NASA décide d'utiliser du ruban adhésif et les tuyaux des combinaisons spatiales afin de créer un raccordement. La manipulation fonctionnera. Au cours de ces heures, aucun de nous n'avions ressenti une telle tension auparavant. Tandis que l'appareil s'approche de la Terre, les astronautes sont sur le point d'affronter une dernière épreuve. Pénétrer indemnes à l'intérieur de l'atmosphère terrestre. Une seule solution, retourner dans le module de commande endommagé doté d'un précieux bouclier thermique. Puis, afin de réduire le frottement, abandonner le LEM affectueusement baptisé Aquarius. Au revoir Aquarius, merci. Apollo à Houston. Après 141 heures et 31 minutes de vol, nous avons largué le module lunaire. Plus tard, en pénétrant dans l'atmosphère terrestre, la liaison radio est interrompue. C'était un moment terriblement angoissant. On ne les entendait plus. La communication avait été coupée au moment où l'appareil était entré dans l'atmosphère terrestre. Plus tard, nous avons pu récupérer la liaison. L'attente est interminable. Finalement, le parachute d'Apollo 13 apparaît sur les écrans de contrôle. Odyssey, nous vous voyons sur l'écran principal. C'est formidable. Vous avez droit à de chaleureux applaudissements. Je pense que c'était là la véritable réussite du programme. Parce que nous avons réussi à sauver les astronautes d'une mort certaine. Avec le recul, c'était plus extraordinaire encore que le tout premier atterrissage sur la Lune. Le sentiment de soulagement était palpable. C'était très émouvant. Le LEM n'a pas seulement fonctionné au-delà de ses limites, il a en outre permis aux astronautes d'échapper à une mort certaine. On pourrait croire que je m'épanche un peu trop, mais ce n'est pas le cas. Je suis heureux du dénouement. Je suis enchanté que cela se soit terminé ainsi. Pour les ingénieurs de chez Grumman, qui ont consacré pendant 10 ans chaque minute de leur vie à l'élaboration du module lunaire, il s'agit d'une consécration. Tout le monde voulait faire partie du programme. Tout le monde était fier d'en être. Cela a été une expérience formidable.